Bonjour à tous, bienvenue aux États généraux de Hi everyone, welcome Thinkers to the and General Doers. Assembly of Thinkers Je and suis Doers. très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous rassembler, la I'm communauté, very happy les to be membres, able les to partenaires de gather Thinkers and Doers. all of you today. Ça fait 7 ans maintenant que nous nous rassemblons tous les ans, plutôt en réel, plutôt dans des événements où on a l'habitude pendant 3 jours de travailler ensemble. Cette année, format un peu différent, format digital. Donc on a la chance de pouvoir rassembler peut-être plus de monde de la communauté, des membres, entre les États-Unis, l'Asie, le monde arabe, l'Afrique. Donc bienvenue à tous. Nous allons démarrer cette session sur une leçon ou des leçons pour l'avenir, tous enfermés depuis quelques mois entre des périodes de confinement, des périodes de déconfinement, où on s'est retrouvés peu à peu à devoir changer nos habitudes, à se reposer des questions, plein de questions. J'imagine que comme tout le monde, vous avez vu ces théories, tous ces dialogues qui sont passés sur le monde d'après. Donc tout le monde a convoqué ce monde d'après en se disant voilà comment il va être, quelles sont les théories sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, ce qu'on voudrait laisser derrière nous, les choses sur lesquelles on voudrait aller. Et puis à force de ces semaines qui passent, ces mois qui passent, on a l'impression aujourd'hui, quand on est dans un espèce d'entre-deux, entre ce monde d'avant qu'on voudrait laisser, dont on voudrait se décrocher, et ce monde d'après vers lequel on voudrait absolument aller. Cet entre-deux, il peut parfois laisser place à un certain attentisme, un certain immobilisme, et c'est pour ça que les États généraux aujourd'hui et cette année, on veut les mettre sous le signe de la résistance. Comment aujourd'hui on se remet en action, on se remet en mouvement, on réagit. Et donc pour ça, il faut savoir ce qu'on a envie de faire au présent et au futur. Donc avec moi aujourd'hui, pour démarrer cette journée, 3 personnes. Une personne en duplex, le premier, donc Ril Miller. Je remercie Ril Miller d'être avec nous depuis l'UNESCO. Ril est responsable du futur à l'UNESCO. On va voir ce que ça veut dire. Michael Dandrieux, qui ouvrait déjà l'année dernière les États généraux de Thinkers and Doers à Essaouira. Cette année en studio à Paris, Michael est sociologue de l'imaginaire et donc tu travailles beaucoup sur les questions du futur et des images qu'il faut convoquer pour réussir justement à se mettre en mouvement. Et puis Malek, qui était avec nous aussi l'année dernière à Essaouira. Alors Malek est ultramarathonien. Et dans ces ultramarathons, il attrape des histoires, il collecte des histoires et donc permet là aussi de vous raconter à travers des mots et des images qui vont arriver dans vos têtes la manière dont on se reconnecte à ses émotions, et c'est un levier très important aujourd'hui pour pouvoir justement se mettre en mouvement. J'aimerais qu'on démarre cette discussion avec vous. Merci d'être là. Merci à tous ceux qui nous regardent derrière les écrans. Alors, on ne vous voit pas, mais vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez intervenir au fur et à mesure. Grâce encore à un écran supplémentaire, je vais pouvoir récupérer les questions au fur et à mesure et vous les adresser, les invités, pour savoir comment on peut interagir avec normalement la salle et la salle qui sera derrière les écrans. Ril, je ne sais pas si tu es... je ne te vois pas. Moi, ce serait sympa que je puisse te voir pour que nous puissions interagir avec toi, puisque j'aimerais te présenter et dire que justement, tu es une personne qui a grandi. Voilà, je te vois. Bonjour. Moi, je te vois aussi. Super. Bonjour. Tout le monde doit te voir derrière l'écran. Je vais raconter rapidement qui tu es. Impossible de remonter trop loin dans le passé parce que tu es Monsieur Futur. Dans le passé, très très vite, tu es Canadien d'origine. Tu nous as raconté que tu avais grandi dans plusieurs endroits du monde, élevé aux Nations Unies, comme tu as eu la délicatesse de nous le préciser. Et puis, tu as démarré ta carrière sur un métier qui était celui de l'économie. Économiste à l'OCDE, et donc pendant plusieurs années, tu t'es attaché à prévoir l'imprévisible, tu t'es attaché à planifier les illusions et à savoir comment justement on arriverait à parler de croissance de façon sûre et certaine. Et puis, à la suite de ça, à la suite de ce travail-là, tu as décidé de partir sur quelque chose qui appelait plus à décrire le futur, et donc cette chose insaisissable, absolument incertaine, dans laquelle aujourd'hui on s'est rappelé, grâce ou à cause du Covid, que nous avions tous un futur sur lequel il fallait s'arrêter pour pouvoir le redessiner. En ce moment, à l'UNESCO, pendant 4 jours, vous organisez un séminaire, un symposium sur ces questions du futur, qui est une communauté apprenante. Comment on apprend
à se projeter dans un autre futur. Comment on apprend à dessiner ce futur, comment on apprend à convoquer des images qui vont permettre de s'asseoir sur des choses nouvelles. Alors, quand on doit apprendre le futur pendant 4 jours, qu'est-ce qu'on fait? Comment on peut concrètement se lancer collectivement dans ce travail? Bon, bonjour, merci beaucoup. J'apprécie cette opportunité d'être parmi vous. Et je trouve que quand tu as commencé, tu as parlé dans ma manière de voir les choses, des transitions. C'est-à-dire, on est en phase de transition, on est entre deux. Et ce qui est fascinant dans cette période-là, c'est comment on repense notre passé. C'était quoi qui nous a emmenés à cette transition? Et ensuite, comment on va exploiter nos images, notre capacité d'imaginer le futur. Alors, on a une tendance de se presser un peu en disant, voilà, on veut faire un pont entre le passé et le futur et on veut résoudre notre situation de transition. Mais moi, je dirais plutôt qu'on est toujours en transition. C'est une condition permanente. Et ce qui est vraiment le plus important, c'est d'une certaine manière être capable de laisser le passé, de prendre du passé le cadeau de l'ouverture, de liberté. Et ensuite aussi, en termes du futur, ne pas nous encadrer et nous enfermer dans une future qu'on pense on doit déterminer, jouer le rôle des colonisateurs de demain. Alors, au sommet à UNESCO, on est en train de creuser cette compétence, qui est notre compétence d'imaginer l'avenir. Et vu que l'avenir est quelque chose qu'on peut imaginer, parce qu'on ne peut pas y aller, il n'y a pas de données du futur, c'est une question de vraiment exercer cette compétence universelle humaine et comprendre que à travers les images qu'on imagine, on voit le monde, on voit nous-mêmes différemment. Alors ça, c'est tout un travail qu'on peut faire d'une manière très pratique et vous êtes en train de le faire ici, précisément par cette interrogation. Alors justement, se poser des questions, c'est peut-être quelque chose qu'on avait moins l'habitude de faire. Tout paraissait très certain. On avait réussi à se déplacer quand on voulait, on avait réussi à peu près à vaincre la maladie, on avait réussi à repousser les échéances de la mort, on avait réussi à se dire qu'il y avait peut-être moins de problèmes pour nourrir une population de plus en plus nombreuse. Enfin, tout ça, on était capable de mépriser. Et donc, cette maîtrise, aujourd'hui, on a l'impression qu'on l'a perdue. On entend partout qu'on va devoir tout remettre à plat, on va devoir changer un système économique, on va devoir repenser totalement un modèle social, la culture, on ne sait plus où elle est passée. Et donc, par rapport à cette espèce de reset général, il y a une angoisse assez forte qui est produite. Je vais donner juste un chiffre en France, et pardon, ça ne concerne que la France, mais le dernier sondage Ipsos de la semaine dernière, quand on pose la question de l'avenir aux Français, on leur dit comment vous voyez l'avenir, 70% ne le voient plus. Est-ce que ça symbolise justement cette angoisse? Donc comment on dépasse ça pour se dire qu'on va réussir à reconstruire quelque chose? Ah oui, mais c'est formidable d'une certaine manière. Excuse-moi, mais cette façon... C'est dur de dire aux gens angoissés que c'est formidable quand même. Mais c'est précisément la force humaine. Ça veut dire que si on se met en cause, dans un système où il n'y a pas de feedback, ça veut dire où on ne peut pas réagir, et c'est comme ça que j'aime beaucoup cette idée de react, ça veut dire si on ne peut pas réagir, évidemment, on ne peut pas s'adapter, on ne peut pas apprendre. Et là, un des leçons principaux, c'est pourquoi on pense qu'on peut maîtriser? C'est quoi cette fantasme? Si les dinosaures étaient capables de maîtriser le futur, on ne sera pas là, nous. Ça veut dire que c'est cette créativité de notre univers, cette constante, comment dire, source de nouveauté, dans le sens de Bergson. Ça veut dire que les choses qui sont imprévisibles, impossibles à prévoir, nous donnent la possibilité de développer notre manière de vivre, d'être en position de profiter de la vie. Si on est figé et on se met dans une tour avec des immenses murs qui nous protègent pour rester permanente et ne jamais changer, ben, on ne vit pas. La vie est en soi
un processus de changement. Et ce qui est vraiment assez étonnant, c'est qu'on a construit notre fragilité d'aujourd'hui. En fait, on a construit cette anxiété qui n'est pas du tout nécessaire. En fait, on peut arriver à l'opposé. Et d'ailleurs, avec littératie des futurs, on a déjà démontré autour du monde, par des laboratoires où les gens deviennent plus literés, plus capables de comprendre le futur, ils deviennent moins anxieux parce qu'on transforme complexité, comme dit Edgar Morin, civiliser notre pensée, on transforme complexité en quelque chose qui est un bien, ça veut dire quelque chose qu'on peut utiliser au lieu d'une menace. Parce que, après tout, c'est quoi la seule certitude? C'est l'incertitude. Et pourquoi se mettre en opposition en disant, voilà, il faut que je maîtrise cette incertitude et je le cache, je l'élimine? Ce n'est pas possible. On est en train de se mettre dans une position de l'échec, une position où on va être en permanence incroyablement stressé parce qu'on donne des objectifs qui sont inatteignables. C'est vraiment une situation curieuse. Alors, exactement aujourd'hui, on peut mettre ça en cause. Pourquoi? Parce qu'on était fixé sur ce qui se passait sur scène devant nous, le futur qu'on attendait par extrapolation. Soudainement, le rideau ferme, on ne peut plus aller au bureau, on ne peut plus se comporter comme avant. Et à ce moment-là, on est obligé de regarder autour de nous, d'apprécier notre monde autrement et inventer une sens et une façon d'être qui est liée à nos conditions plus ouvertes. On n'est pas programmé de répéter le passé. Alors, quand j'entends ça, je me dis qu'avant, il y avait peut-être un futur un peu planifié. On avait inventé des commissariats au plan, on avait inventé une manière de séquencer justement notre arrivée vers le futur, se dire que telle dynamique économique, on allait la prendre de telle manière, telle dynamique sociale de telle manière. On a l'impression que ce futur-là, ce commissariat au plan, qui vient d'être réannoncé d'ailleurs en France il y a peu de temps, ce commissariat au plan est en quelque sorte périmé. Donc comment on fait pour emmener les gens et pour se dire avec des citoyens, des États, des entreprises, on va quelque part? Comment on apprend ce futur? Il faudrait quoi? Un commissariat au non-futur? Il faudrait une instance, une communauté d'apprenants, d'exploration? Pendant une période, pendant le déclin, d'une certaine manière, de l'ancienne façon de faire, le problème de l'invention ou de la naissance de nouveau est toujours très important. Alors, quand on a eu la transition d'un monde rural agriculturel, on a eu, à fur et à mesure, l'idée de former les gens pour qu'ils deviennent literés, pour qu'ils puissent lire, écrire, communiquer, comprendre ce qui se passe, naviguer le métro, trouver un emploi par les petites annonces. Tout ça, c'était des mécanismes de rendre fonctionnel un monde qui était en transition. Ce n'était pas quelque chose prévu, mais c'était quelque chose qui a émergé et qui était fonctionnel. Aujourd'hui, vu nos valeurs, ça veut dire notre envie de respecter les différences, d'être soi-même, d'être capable de créer notre propre sens de qui on est et comment on trouve une alimentation dans la vie autour de nous par les relations et les communautés. Vu tout ça, on ne peut pas continuer avec les anciennes solutions de standardisation, d'échelle, d'économie d'échelle. Le monde industriel arrive à sa fin et on est obligé de penser que sont les atouts, les compétences et les capacités qui vont nous donner la possibilité de profiter de nos ambitions en termes de valeurs et aussi, d'une manière incroyablement importante, ces expressions de qui on est, nos outils qui sont en symbiose avec nous, qui nous donnent la possibilité d'être beaucoup plus mondial sans se déplacer, sans être si élitiste, sans être simplement orienté vers les chaînes de fournisseurs au niveau mondial, mais véritablement en contact par la pertinence et l'échange humain qui est aujourd'hui possible dû à nos outils comme l'Internet. Je pense qu'on est vraiment là dedans. Mais alors, donc vous employez le mot fin. Et donc ce monde fini, comment on fait pour se dire qu'on ne s'arrête pas là et on est capable
de se remettre en mouvement, on est capable de réagir et de résister. Je vais me tourner vers toi, Michael, sur cette ornière, sur ce moment comme ça où on ne sait pas exactement comment passer de ce monde fini, je vais reprendre ton expression, Ril, pour aller vers un monde nouveau. Comment on fait pour ne pas rester dans cette espèce d'entre-deux, dans ce truc qui tend à l'immobilisme, et surtout, comment on organise la résistance? Comment on fait pour aller vers un modèle nouveau qu'on n'arrive pas très bien à définir pour le moment, puisqu'on est en train d'apprendre à réfléchir autrement? Et moi, ce que j'aime beaucoup dans ta question, c'est que tu places devant un objet qui est l'objet du futur, un certain nombre d'acteurs qui sont des acteurs sociaux. Or, c'est rigolo parce que quand on pense au futur, on a plutôt envie de croire que c'est un objet défini, en fait, il va arriver, il va nous advenir. Et là, tu me dis, on peut l'attraper, on peut le prédire. Et là, tu me dis, bah non, en fait, on peut faire quelque chose avec. Et bon, moi, je suis sociologue, donc si je regarde le futur, je dois me poser la question de savoir, qui est un petit exercice de la pensée qu'on peut faire entre nous et que vous pouvez faire chez vous, qui est un exercice qu'on fait à l'école de management et d'innovation, là où j'enseigne à Sciences Po, avec mes étudiants depuis 3 ans. Le futur est-il un phénomène social? Vous avez 3 heures. Alors, la moitié, parce que c'est facile, c'est oui ou non. Donc si vous dites bah non, ce n'est pas un phénomène social puisqu'on ne peut pas l'observer, on ne peut pas observer le futur. Même les futuristes italiens n'ont pas réussi à aller dans le futur. Mais en même temps, oui, c'est un phénomène social, le futur, dans la mesure où les actions de la vie quotidienne sont conditionnées par une forme de projection qu'on a de ce que le futur sera. Ça, c'est ce qu'on appelle le non-encore-être, c'est-à-dire l'espoir. À partir du moment où vous imaginez qu'un futur sera une telle chose, vous agissez dans le présent un petit peu différemment. Donc c'est une question intéressante. Ça veut dire que le futur est un phénomène social, en réalité. D'ailleurs, si on fait une petite prospective très rapidement et qu'on se pose la question de savoir quelle a été l'histoire du futur, petite histoire du futur, on se rend compte que chez les Grecs, le futur était prédictible et inévitable. Donc une entité pouvait nous dire tel que le futur serait et nous ne pourrions pas éviter qu'il nous incombe tel qu'il a été prédit. C'est le mythe d'Oedipe. Et puis, jusqu'aux grandes révolutions scientifiques, 16e, 17e, 18e siècle, le futur devient, dans ces moments de l'histoire européenne, le futur devient prédictible et évitable. Donc c'est le fantasme de Laplace. Si on fournit une machine assez conséquente de la position de toutes les... Il ne dit pas atomes, mais c'est l'idée, hein, tous les atomes à disposition, il pourrait revenir dans le passé et prédire le futur. Donc ça veut dire qu'on a enfin cette idée, dont parlait Ril, de matrice qu'on va pouvoir maîtriser pour pouvoir anticiper et agir et donc transformer le futur, avec tous les paradoxes qu'on connaît, retour vers le futur, etc. Et puis, au XXe siècle, le futur change encore, donc vous voyez que l'objet déjà est très labile. Le futur change puisqu'il devient imprédictible, mais anticipable. Donc on ne sait plus quel est le futur, principe d'incertitude, 1927, et puis on peut quand même agir dessus, c'est-à-dire nous structurer. Ça veut dire qu'il y a un rapatriement du futur dans le présent. Donc je réponds à ta question. Donc on en est là. Nous, on en est là. C'est-à-dire que dans le fond, le problème est celui de la réalisation par notre espèce et notre culture que le futur n'est pas quelque chose que nous allons recevoir et subir, mais qu'il en est notre responsabilité. Et nous nous réveillons de 2800 ans de regard vers l'avenir en disant que les choses seront faites pour nous, en nous disant finalement, flûte, ça va être à nous d'agir et de produire ce futur. Donc maintenant, la question, c'est la fabrique du futur. Et le problème, c'est qu'on ne fabrique pas le futur dans le futur. D'ailleurs, on peut aussi faire une anthologie des futurs non advenus. Vous regardez le futur de Blade Runner qui était 2018 ou 2019, qui du coup ne s'est pas produit. Vous pouvez regarder le futur d'Akira qui était 2019, qui était produit dans les années 80, qui ne s'est pas produit. Donc on peut faire des jeux comme ça. Ben, la question est donc, comment fabriquer un futur dont on sait à peu près qui va arriver ? Et donc, c'est très inquiétant pour nous. Ça veut donc dire, Amandine, que comment on fait pour réagir en travaillant sur le futur ? Ben, le seul lieu, la seule géographie dans laquelle on a la possibilité d'agir dans le futur, c'est le présent. Sauf qu'on n'est pas armé, on n'est pas équipé pour ça, parce qu'il y a un report et une délégation dans le futur. On verra après, on verra plus tard. C'est ceux qui, plus tard, on verra une espèce de procrastination à l'échelle de l'espèce, si vous voulez, qui ne nous a pas permis de nous doter des outils pour pouvoir construire ce futur-là, puisqu'on, dans le fond, on considérait qu'il allait advenir. Quoi qu'il arrive. Alors, il y a beaucoup dans les exercices de toutes ces plateformes qui sont nées pendant le premier confinement, puis le deuxième confinement. Dans ces exercices, on a tous écrit justement ce qu'allait être le futur. Donc, il y a des sociologues, justement, qui se sont dit, tiens, on va enquêter. On va poser des questions aux gens pour voir quels sont les points de détachement, les points d'attachement, qu'est-ce qu'on est capable de laisser d'un côté et de quoi a-t-on vraiment besoin par la suite. Alors, on a parlé de valeurs.
on a parlé d'instances, on a parlé de systèmes de gouvernance. Il y a plein de thématiques comme ça en se disant, bon, alors je vais faire le tri, je vais essayer de mettre d'un côté ce que je ne vais pas prendre, le détachement, et de l'autre côté, plutôt les trucs vers lesquels j'aurais envie d'aller, et donc les points d'attachement. Dans tes explorations, Michael, je sais que vous avez mené vous aussi une étude, en tout cas une approche des enquêtes et des entretiens. Comment on arriverait à classifier les choses? Est-ce qu'il y a vraiment deux camps, les trucs qu'on laisse, les trucs qu'on prend, les trucs qu'on voudrait, les trucs qu'on espérerait? Comment on réussit à avoir une espèce de cartographie, de boussole qui nous emmènerait vers le futur? C'est quoi les indicateurs? Quand on demande aux gens, ces fonds d'attachement, tu fais référence à l'article très tôt dans le premier confinement. Quelques jours après le premier confinement. Exact, c'était le 18 ou le 19, Voilà. je crois, de Bruno Latour. Exactement. Dont la question était, avec un questionnaire qui a été traduit après en pratiquement 20 langues, si je ne dis pas de bêtises, dont la question était, si vous deviez retenir des choses, donc c'est cette question d'attachement, qu'est-ce qui vous lie au sens positif du terme, c'est-à-dire comme on est lié à un territoire ou lié à une langue, lié à son sang, etc. Qu'est-ce qui vous lie? Qu'est-ce que vous laisseriez partir? Qu'est-ce que vous garderiez? Et qui correspond un petit peu à la version sociologique du rêve qu'on fait, dans lequel la maison brûle, on doit partir, on ne peut prendre qu'un seul objet. Donc ça veut dire être attaché à quelque chose, ça veut dire se détacher d'autre chose. Donc il y a une dimension de laisser aller là-dedans. Il y a eu du déclaratif derrière. Le déclaratif, c'est la personne diurne qui réfléchit et dit « moi, je conserverai l'État-nation »,« moi, au contraire, je conserverai la mondialisation »,« moi, au contraire, je conserverai l'attachement à mes racines »,« moi, au contraire, la perspective du déplacement », etc. Mais et à mon sens, il y a autre chose, une autre dimension que celle diurne et du déclaratif, et qui concernerait plutôt la manière dont les personnes repousseraient des responsabilités ou accepteraient des responsabilités. Et on a vu pendant ces confinements un phénomène assez étrange. Tout au début, les personnes donc en France qu'on a beaucoup interrogées, notamment dans le cadre des activités professionnelles, parce que moi j'exerce une grande partie de mon activité auprès des entreprises, et on a fait des enquêtes dans des entreprises pour le retour du premier confinement notamment, et les gens nous disaient moi je pensais avoir du temps pour moi, parce que finalement on a eu quand même beaucoup de temps pour soi, qu'on ait été ou pas en activité partielle, on s'est retrouvé chez soi, avec sa famille, avec ses enfants, etc. Pas forcément toujours de manière glorieuse. On a en l'occurrence découvert que les adultes et les enfants n'étaient pas faits pour vivre ensemble, mais que la société primaire avait raison de déléguer les enfants à la communauté. Donc les gens nous disaient, je pensais avoir du temps pour moi, mais finalement il n'y en avait pas. Et ça, on s'est demandé, pourquoi est-ce que, alors que vous avez du temps, concrètement, physiquement, vous n'arrivez pas à le dépenser? Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup marqué, c'est que le fait d'avoir un temps réel pour soi n'emporte pas la possibilité de le dépenser, parce que nous avons vécu une forme de suspension, c'est-à-dire que nous étions aspirés vers quelque chose dont nous ne savions pas ce que c'était. Il y a eu un truc de passer l'hiver, enfin passer le printemps, maintenant passer l'hiver, et on ne se permettait pas de vivre le temps qu'on avait en face de nous. Ça veut dire que ça n'est pas la dimension diurne, concrète, qui permettait aux gens de vivre, mais au contraire une forme d'attention particulière à ce qui allait arriver. Et ça, c'était, à mon sens, le début de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la réalisation qu'il y avait une responsabilité d'action, tout en n'ayant pas les outils. Et c'est, à mon sens, c'est peut-être cette imbrication entre la réalisation d'un nouvel enjeu qui est celui de maintenant tu as le temps, c'est à toi d'agir, personne ne fera rien pour toi, on ne sait pas quand ça va se terminer, et le fait de se dire mais quel est le toolbox, quelle est la machine qui va me permettre de transformer ça. Et on est en train de vivre cette deuxième phase à peu près de la même manière, on a appris un peu de nos erreurs, mais le mot-clé, il me semble, pour comprendre ce qui est en train de se passer là, c'est une espèce de carence ou de crise d'une notion qui est, dans le fond, assez peu exploitée. Il y a deux philosophes, Ernst Bloch et puis un existentialiste chrétien qui s'appelle Gabriel Marcel. Et Bergson, que vous avez cité aussi, qui en a parlé, c'est la question de l'espoir. Bergson dit dans cette longue phrase qui a été raccourcie, vous savez, la possibilité de l'avenir est plus féconde que l'avenir lui-même. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette capacité à se projeter. La capacité à se projeter. Le fait qu'il puisse y avoir autre chose que ce qui est maintenant. Or, ces confinements nous ont appris quelque chose, c'est qu'on ne sait pas s'il y aura quelque chose d'autre que ce qui est maintenant. Et donc, on se retrouve embarrassé avec le fait de devoir vivre.
Or, c'est comme si on n'avait pas la bonne manière, les bons outils, la bonne capacité pour vivre maintenant et non pas se projeter dans ce que Carl Gustav Jung, au début du XXe siècle, appelait la cataracte de progrès. Il disait dans laquelle les humains se jettent tout Dieu dehors, citation, en se disant après, peut-être, on verra, grande aspiration vers le futur et l'avenir. Non, maintenant, il faut vivre maintenant. Et, voilà, moi, il me semble qu'on a vu de manière extrêmement prégnante et avec des modifications dans les rêves des confinés. Il y a un livre qui va sortir au mois de mars sur la manière dont les confinés ont rêvé, mais aussi sur les maladies psychiques et mentales qui ont été développées pendant ces premiers confinements. On n'est pas équipé pour vivre dans le présent. Et donc, on a atteint un peu des limites. Je vais parler de limites et me tourner vers toi, Malek, qui est ultra-marathonien. Et donc, ces ultra-marathons encore plus durs que les marathons habituels. Comment on fait quand on sait qu'on a des limites qui sont physiques, qui sont mentales, qui peuvent être aussi géographiques, des conditions météorologiques dans lesquelles on n'est pas du tout habitué à évoluer. Comment on fait quand on connaît toutes ces limites pour les dépasser, pour réussir à aller plus loin qu'habituellement ? Je vais prendre plutôt je vais prendre des précautions oratoires, parce que moi, j'aime pas parler de dépassement de soi. C'est un terme qui est très tendance. Alors, quand on est ultramarathonien d'extrême, alors c'est ma casquette d'ultramarathonien qui va prendre le relais. 1 minute avant de te laisser raconter des histoires. Non, mais il y aurait beaucoup de choses à réagir sur ce qui a été dit, parce que ça résonne beaucoup, et en même temps, il y a des choses où je suis plus ou moins en contre-faux. Et ce serait intéressant d'aller également sur ce débat-là. Quand tu as évoqué, par exemple, le monde de demain, on a beaucoup vendu ce fameux monde de demain, que nous vivions le stade ultime du monde d'hier et le stade premier du monde de demain, quand on ne sait pas, et là je te rejoins Michael, quand on ne sait pas ce qui est advenu aujourd'hui, on ne savait pas et on ne sait pas encore, il faut faire preuve de tenue et de retenue. Il s'agit de faire preuve de silence. Autrement dit, faire silence et faire preuve d'humilité. Et là, moi, en tant que conteur, je crois que, au lieu de penser le monde de demain, il s'agit de porter un regard neuf sur un monde vieux. Ce qui est complètement différent, de porter un regard neuf sur un monde vieux. Et pour porter un regard neuf sur un monde vieux, il s'agit alors de se souvenir. Et se souvenir, c'est faire preuve d'humilité. Parce que depuis l'aube des temps, l'humanité a toujours su faire face à toutes les adversités, à toutes les pandémies, et que peut-être il est bon de revenir dans le passé pour repérer l'essentiel inaperçu derrière cette grande cacophonie dans laquelle nous vivons, parce qu'on est dans une grande cacophonie généralisée, dans des doutes, et dans les incertitudes généralisées. Et là, c'est vrai, l'ultramarathon, c'est intéressant parce que l'ultramarathon des extrêmes, alors juste pour préciser aux gens, ce n'est pas le marathon. Nous, les ultramarathoniens, on est 700 dans le monde à pratiquer ce genre de sport, qui est cette capacité à faire des chevauchées fantastiques sur des distances de 1000, 2000 jusqu'à 3000 km en semi ou en totale autonomie dans les déserts, dans les endroits les plus hauts à plus de 6000 mètres d'altitude. Et on fonctionne à la boussole, à l'ancienne. Et c'est intéressant la boussole, parce qu'aujourd'hui, on a besoin de boussole pour se repérer. Donner une boussole aujourd'hui à la jeunesse, même à des adultes, est-ce qu'ils savent utiliser une boussole et une carte ? En ces temps de technoprothèse généralisée, on a même perdu l'outillage simple. La boussole ou le sextant a permis à l'humanité de conquérir les terres et les espaces. Et aujourd'hui, on est tellement dépendant de ces technoprothèses qu'on a même perdu cette capacité à ces outillages simples. Et donc l'ultramarathon, c'est une ode à l'incertitude constante, une ode à l'improbable, une ode à l'inconnu. Et l'incertain constitue, là c'est un peu l'anthropologue qui va prendre la parole, je crois que l'incertitude est une donnée existentielle de nos humanités. L'incertitude fait partie de nos vies, tout le temps. Les gens ont peur de l'incertain, alors que c'est ce qui constitue l'essentiel de nos vies. Juste quelques exemples, tout simples. Prenons l'amour. Quand les gens s'engagent, quelle certitude aujourd'hui que le couple va durer ? Et aujourd'hui, on a des études, les sociologues sont grands spécialistes, ils te donnent 3 ans, 7 ans, 11 ans. On a des chiffres qui nous disent au bout de 3 ans, 7 ans, c'est la difficulté des temporalités asynchrones entre le désir charnel et le sentiment éternel, ça ne dure pas. Et ça casse. Si les gens savent connaître ces chiffres, on va se dire, on ne se met plus en couple, on arrête, ça ne sert à rien. Et malgré tout, on y croit, on y va. Incertitude généralisée, rien que l'amour. Les enfants, on a évoqué nos enfants, pour moi, c'est les plus grands maîtres de sagesse en termes de rêve et en termes d'émerveillement. Quelle certitude que nos enfants vont grandir dans la justesse des valeurs. C'est tellement compliqué aujourd'hui d'éduquer, d'enseigner, de faire grandir un enfant. Tu as beau avoir toi tes propres valeurs, tu ne sais pas ce que tu vas transmettre, qu'est-ce qui va rester en termes de traces. Et malgré tout, on fait des enfants et on croit toujours à cette possibilité d'un meilleur. Incertitude généralisée, et en plus on n'est pas à l'abri des aléas de la vie, des accidents. Le vivre est riche d'accidents. La dormition.
Quelle plus belle incertitude, dormir. Alors là, on a un grand spécialiste du rêve. Chaque soir, on va dormir. Et on rêve. Et bien sûr, après rêve ou pas rêve, vous l'oubliez. Mais ce qui est intéressant dans la dormition, qui vous dit que le lendemain matin, vous serez capable de vous réveiller? Vous ne savez pas. Et malgré tout, on y va. Alors, on ne sait pas ce qui se passe à un moment donné durant la nuit, parce que notre corps, c'est une barque extrêmement fragile, c'est un esquif qui doit faire face à la troupe serrée des étoiles, hein, et à la cohorte des anges musiciens qui viennent nous visiter de manière visible ou invisible. Et malgré tout, on revient le matin. Et on va dormir. Incertitude. Bref, l'incertitude, on pourrait démultiplier les exemples, fait partie de nos vies. Et là, ce que nous vivons là, c'est qu'une étape supplémentaire. Et je crois que l'enjeu, c'est cultiver cette humilité. Alors face à l'incertain, nous, les ultramarathoniens, ce qui compte, ce n'est pas le jour J, ce n'est pas la course. Tout se joue avant. La préparation. Tout se jouerait maintenant pour construire le futur. Exactement. Et c'est pour ça, par rapport à ce qui a été évoqué par Lille ou par notre ami Michael, moi je crois beaucoup que, et là c'est les contes qui nous enseignent ça, le passé commande le détachement, le présent commande la patience et le futur commande l'espérance. On ne possède rien, même la vie on ne la possède pas. Et je crois que la situation Covid peut-être a dû faire prendre conscience à beaucoup de personnes que le fugace, l'éphémère, le fragile constitue l'essence et l'essentiel de nos vies. Même la vie, on ne la possède pas. C'est la vie qui nous possède. On ne possède rien. On est assuré de rien, même aujourd'hui. Et c'est le rien qui doit nous posséder. Et quand je dis le rien, c'est l'humilité. Cette capacité à faire silence et à se dire comment se positionner lorsqu'on ne sait pas. Et lorsqu'on est dans cette posture d'humilité, on est capable d'accueillir l'improbable et l'incertain. Si on a trop de certitudes, et là je rejoins Rill quand il disait, il a tout à fait raison, la seule certitude par les temps qui courent, c'est l'incertain. Tout bouge, tout change à chaque instant. Donc ce qui compte aujourd'hui dans le présent, c'est se préparer. Et je crois que la préparation, c'est la tutrice de l'excellence. Parce que la préparation, c'est l'antichambre de la confiance, tout simplement. Se préparer mentalement, à savoir que nous allons vivre des temps plus ou moins compliqués, mais encore une fois, l'homme est riche. Et là, je rejoins Michael, parce que je crois que la qualité première de l'homme, quand je dis de l'homme et de la femme et des enfants, une des clés, c'est l'imagination. Et moi, dans l'ultramarathon, je fais que ça. J'imagine des solutions improbables face à des situations, à des aléas qui sont extrêmement compliqués, parce que notre vie est toujours en jeu, mais on trouve des solutions parce que je crois en la force de l'imagination. Je crois que ça vous rassemble, cette force de l'imagination, cette façon de convoquer les images. J'entends plusieurs choses dans ce qu'on vient de se dire maintenant pour réussir à se projeter, à repartir vers le futur, ou en tout cas travailler maintenant pour le faire advenir. Il y a tout ce qui concerne l'apprentissage, comment on fait pour réapprendre des mécaniques différentes, comment on fait pour apprendre à vivre au temps présent. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qu'on a oublié. On a oublié ce que voulait dire le présent. J'entends l'espoir, l'espérance, et donc se dire qu'en fait, on est cap. Il y a des possibles, on ne sait pas encore lesquels, mais il y a des possibles. Dans les choses qui arrivent dans les commentaires aussi des gens qui nous regardent, on me parle de vulnérabilité. Prendre conscience enfin de notre vulnérabilité. Et donc c'est peut-être ça aussi dans la façon d'accepter l'incertain, les incertitudes, et se dire que finalement, on peut finir. C'était possible d'avoir un monde fini. Bien sûr. Très rapidement, parce que je m'inscris en faux contre ce que tu dis, Mel, quand tu dis que tout est incertain. Moi, il y a un truc que je trouve certain, c'est que si je me mettais en couple avec toi, ça durerait plus de 3 ans. Ça, c'est une certitude que j'ai. On ne sait pas. Et qui est une manière... voilà, on ne sait pas, mais moi je le pense. Non, merci beaucoup. On n'a pas le temps de faire les remerciements de rigueur, etc., mais qui sont induits. C'est le format digital où on est obligé d'avancer. Voilà, restez là, il y a des trucs on ne sait pas si les gens vachement sont bien. là ou ils nous regardent vraiment. Non, ce que tu dis est très juste. Nous sommes entrés dans un monde caractérisé par la vulnérabilité. D'ailleurs, c'est Lila qui nous dit ça. Bravo Lila. Donc, Lila, vous êtes une bonne contemporaine. Lila, vous êtes une bonne contemporaine. D'ailleurs, les études sur l'éthique du soin, l'éthique du care, la philosophie du care de Judith Butler à John Tronto aux États-Unis, Université de Minnesota, travaillent sur cette question de la vulnérabilité. Et je vais essayer de mettre cette question de la vulnérabilité et ce que vient de dire Malek en même temps dans la boucle, parce que ce que Malek dit dans l'idée de la préparation, c'est à mon sens absolument fondamental. Le cœur du problème que traverse, à mon sens, vraiment l'humanité, il tient en 2 morceaux de phrase. Le premier, c'est que on ne s'occupe pas bien de ce qu'on ne connaît pas bien. Et ça, si vous faites de l'ultramarathon,
mais pour les gens plus modestes comme moi, plutôt de la pâtisserie. On peut considérer la pâtisserie comme une espèce d'ultramarathon de la cuisine, surtout si c'est une petite cuisine, donc mais du yoga aussi, ou du jardinage, ou quel que soit un truc qui implique vraiment. Vous savez que avec la même recette, la même pâte n'est pas la même suivant que vous y mettiez de l'amour, comme on dit, ou pas. Même recette, mêmes ingrédients, même température ambiante, même pression atmosphérique, même taux d'humidité. C'est pas la même chose. Parce qu'en fait, ça veut dire quoi mettre de l'amour dans quelque chose? Quand on met de l'amour, quelqu'un rationnel vous dira ça veut mettre de l'amour, c'est pas un ingrédient, il n'y a pas d'amour en sachet. Donc tu peux pas mettre 3 grammes d'amour à côté de ton truc. Non. Donc mettre de l'amour, c'est porter une attention particulière à l'objet sur lequel on travaille. Si on ne met pas d'amour dans la chose, alors étrangement, la chose s'en ressent. Alors, c'est bizarre, si on est scientifique, on dirait mais pas du tout, est-ce qu'on pouvait m'objectiver l'amour, etc. Mais par contre, quand vous faites ça, le yoga, le jardinage, si vous coupez les trucs et vous ne savez pas d'où ça vient, le jardin n'est pas bon. Ça ne fait pas les gras jardins, ça. Si vous n'êtes pas, le cœur n'est pas au fait de courir, vous ne courez pas, vous vous arrêtez sur le bas-côté, ça s'essouffle. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très important à mon sens. On ne s'occupe pas bien de ce qu'on ne connaît pas bien. Et c'est la préparation dont tu disais. Il faut, et c'est ma réponse à ta question, Amandine, sur la question de la vulnérabilité, connaître les choses qui nous entourent, donc connaître ce présent. Or, savoir et connaître, ce n'est pas la même chose. Nous n'avons jamais eu autant de savoir et d'informations sur le monde qui nous entoure. Et pourtant, nous n'en prenons pas soin. La question est donc, pourquoi l'information n'emporte pas le soin ? C'est absolument incroyable, parce que savoir et connaître, ça n'est pas la même chose. Or, quand on connaît quelque chose, de la même manière qu'on dit « je connais l'amour » ou « j'ai connu la défaite », on devient l'amour ou on devient la défaite. Connaître l'autre, c'est rentrer en communication avec l'étranger. Or, on devient un peu ce qu'on connaît, ce qui veut donc dire qu'on est en situation de vulnérabilité lorsqu'on se met à connaître notre environnement. Et enfin, je finirai sur ça, nous n'avons pas d'intérêt à connaître notre milieu, puisque notre milieu est faillitaire. Et donc, dès lors qu'on connaît quelque chose, on en est redevable et responsable. Nous avons donc un intérêt morbide à ne pas connaître notre milieu, puisque si nous le connaissons, nous sommes responsables, co-responsables de lui-même, et nous en participons. C'est sur ces logiques que nous nous sommes séparés de la nature, puis séparés de notre environnement, puis séparés de notre prochain, puis séparés de nous-mêmes. Et je finis en disant, nous sommes donc vulnérables, puisque nous devons connaître le milieu qui est le nôtre, et c'est ce que tu appelles la préparation. Donc on repart avec plein de choses en se disant que finalement le futur c'est possible, on peut y travailler maintenant. Ril, je vais inviter les gens à se connecter sur une autre conférence à partir de demain qui est cette communauté d'apprentissage à l'UNESCO sur On apprend le futur. Allez-y, c'est quelque chose d'intéressant. Je voudrais laisser la parole à Malek qui a l'habitude de raconter des histoires dans les états généraux de Thinkers and Doers qui nous permettent justement d'aller convoquer des images, de l'énergie, une certaine force qui est celle dont on a besoin aujourd'hui pour guider la journée et se dire qu'on est capable de résister, on est capable de réagir, on est capable de se mettre en mouvement collectivement. Je sais que vous avez tous envie de continuer à discuter. Vous pouvez continuer, ceux qui sont derrière les écrans. Pour Michael, il y a plein de questions pour toi. Je vais vous les envoyer au fur et à mesure. On peut continuer à discuter on the side des conférences comme ça. Merci beaucoup à tous les deux. Malek, je te laisse... Terminer par une histoire. Terminer par une histoire. Enfin, alors, je vais... cette session. Après, il y en a plein d'autres. Mais donc, je vais plutôt rebondir sur cette notion de vulnérabilité. Je pense à une histoire qui va magnifier nos métamorphoses, parce que la vie, elle est là. Et au-delà de la résistance, je crois beaucoup plus à la revitalisation, à la résurgence. Donc, on va partir avec une histoire de la tradition zen, Zoto du Japon du XIVe siècle, intitulée... Et ça va peut-être donner des clés dans notre manière de faire face à ce monde, à certains, de faire face à ces doutes généralisés. Une histoire qui s'appelle La fleur et le samouraï. Lu Chen est samouraï, fils de samouraï, petit-fils de samouraï. Toute sa jeunesse, toute son adolescence, il a appris à devenir ce guerrier dévoué, loyal, fidèle, combatif et engagé. Mais à force de combat, à force de victoire, l'arrogance a pris le pas sur l'humilité et son cœur s'est transformé en pierre. Et il a perdu la nuit, les étoiles, le rêve, le rire, le sourire, l'humour. Sa mère, qui est sur le point de partir, qui sent que l'ailleurs l'appelle, pour lui donner une dernière leçon, lui fait promettre à son fils, en dépit de son arrogance, d'aller voir le vieux sage du côté des monts jaunes. Et quand elle part, comme c'est un guerrier dévoué, il décide d'aller voir ces termites. Il n'y croit pas, parce que ces termites, ce vieux sage ayant traversé les âges, un homme sans âge, il se dit, mais qu'est-ce qui va lui apporter, moi, le plus grand guerrier, le plus grand samouraï de la période d'Edo ? Il va le voir, et il est surpris. 3 jours, 3 nuits,
à écouter cet homme riche de la puissance narrative et riche surtout de sa subtilité silencieuse. Parce qu'il a appris que c'est par le silence que l'on accède peut-être au mystère de la vie. Alors il dépose les armes et il accepte de suivre les recommandations de cet ancien qui lui dit « va gravir la montagne rouge ». Et il part. Et il traverse la forêt épaisse. Et il laisse sa force inégalable. Il franchit le fleuve impétueux et il laisse sa rudesse insurmontable. Et enfin, il gravit la montagne rouge et il laisse ses certitudes ineffables. Là-haut, rocaille, balayé par le vent, hébété, fatigué, il n'y a rien, aridité, juste une fleur. Et il se rappelle les derniers mots de cet âge parmi les sages, cet ermite qui lui disait « C'est sans nul doute le monde des fleurs qui manifeste mieux la beauté terrestre. Infiniment désirable, terriblement précaire, monde du silence parfumé, le bruissement sous le souffle vacant. » Il va voir la fleur, il l'observe, il sourit et il comprend. De par sa tige haute, la vulnérabilité. De par ses pétales délicates, la douceur. De par sa danse aérienne, la légèreté. Il se lève, sourit et repart pour faire face au monde des hommes et des femmes riches de ces nouvelles armes. Vulnérabilité, douceur, légèreté. Merci beaucoup. Tout ça pour partir dans cette deuxième session sur l'incertitude. Je vous remercie pour ces mots qui nous rendent plus riches, pour ces valeurs qui nous permettent d'avancer aujourd'hui. Ce que nous aura peut-être rappelé cette période si étrange, c'est que tous derrière nos fenêtres, dans nos maisons, dans nos pays, on était finalement liés, on avait un destin commun. La session d'après, vous écouterez Rachid Benzine, islamologue, et Delphine Horviller, qui est rabbin, et qui vont nous raconter justement comment, à partir d'histoires, de choses qui ont trait aux valeurs, on arrive à naviguer dans cette ère incertaine. Ça prend 3 minutes pour qu'on change de plateau. On vous laisse. Ril, merci beaucoup. Nous, on change. Ne bouge pas. Michael, Malek, vous pouvez continuer à parler avec eux à travers les autres écrans et vous adresser des questions. À tout de suite.